La canicule douce abattait sur le petit village de Normandie comme un marteau de forge. L'air, lourd et immobile, semblait vibrer au-dessus de l'asphalte ramolli. Manon avançait péniblement sur les pavés disjoints de la Grand-Rue, chaque pas une épreuve. Sa bouche était une fournaise, une caverne de poussière où sa langue, épaisse et pâteuse, se collait à son palais. Ses lèvres gercées, zébrées de fines crevasses, saignaient légèrement, le goût métallique du sang se mêlant à l'amertume de sa sueur. Dans ses bras, elle portait sa fille de 3 ans, Chloé. Le petit corps était une masse inerte et brûlante, la peau moite et rouge de fièvre, la tête ballottant mollement contre l'épaule de sa mère. Presque inconsciente, la fillette haletait, de courtes respirations sifflantes qui déchiraient le cœur de Manon à chaque inspiration. Manon s'arrêta, le souffle court, les yeux cherchant désespérément un refuge face à l'implacable soleil. Son regard s'accrocha à une façade fraîchement repeinte. Une nouvelle enseigne, aux lettres bleues et blanches, brillait sous l'éclat brutal de l'après-midi. L'épicerie Saint-Michel. Air conditionné. Un murmure rauque s'échappa de sa gorge. S'il vous plaît. Poussant la porte en verre, un souffle d'air frais, presque glacial, la saisit, un choc thermique qui faillit lui faire perdre l'équilibre. Un verre d'eau pour ma fille, s'il vous plaît, supplia-t-elle. Elle se déshydrate. L'homme derrière le comptoir, un personnage propre et illustré, leva les yeux de son registre. La quarantaine, un polo bleu impeccable tendu sur un ventre naissant, les cheveux plaqués en arrière par une quantité généreuse de gel, et une Rolex dorée qui scintillait à son poignet. Son regard, froid et analytique, parcourut Manon de la tête aux pieds. Il catalogua la robe élimée, les sandales usées jusqu'à la corde, la poussière de la route collée à la sueur sur son visage creusé par la fatigue et l'angoisse. L'eau est en vente, dit-il d'une voix neutre, en désignant d'un geste du menton les bouteilles alignées dans le réfrigérateur vitré. 3 €. Je n'ai pas d'argent, monsieur. Mais ma fille, elle est si mal. Juste un verre, je vous en prie. De votre robinet. L'homme eut un petit rire. Un son sec, dédaigneux, qui claqua dans le silence climatisé de la boutique. Vous croyez que c'est un refuge ici? L'eau du robinet coûte de l'argent aussi. Le service n'est pas gratuit. Si vous n'avez pas de quoi payer, sortez. Manon sentit ses jambes flageoler. Une vague de désespoir menaça de la submerger. Ma fille a de la fièvre. Nous marchons depuis 6 heures ce matin. Juste un peu d'eau. Vous êtes sourde? Je vous ai dit de partir. Vous faites fuir les clients. Il n'y avait aucun autre client dans l'épicerie. Le lieu était vide, silencieux, un sanctuaire frais et inaccessible. S'il vous plaît. Implora Manon, s'avançant vers le comptoir, son corps tout entier une prière. Je vous en supplie, au nom de Dieu. L'homme contourna son comptoir avec une agilité surprenante. Il la saisit par le bras et la poussa sans ménagement vers la porte. La fillette gémit faiblement dans ses bras, un son si ténu qu'il ressemblait au miaulement d'un chaton. Dehors. Les mendiantes de votre espèce ne font que salir mon commerce. Si votre fille est malade, c'est votre problème. Vous n'êtes qu'une irresponsable. Fichez le camp. Il la poussa avec une force brutale. Manon trébucha sur le seuil. Ses genoux heurtèrent violemment le trottoir brûlant. Dans un réflexe désespéré, elle réussit à pivoter pour que Chloé ne heurte pas le sol, mais son propre genou racla le ciment rugueux. Une douleur fulgurante la traversa. Le sang commença à suinter, se mêlant à la poussière. L'homme, Nicolas Dubois, claqua la porte vitrée. À travers la vitre, Manon le vit retourner tranquillement derrière son comptoir, prendre un Coca-Cola glacé dans le frigo, le décapsuler et en boire une longue gorgée en la regardant, étendue sur le sol. Puis, avec une lenteur délibérée, il abaissa le rideau métallique, plongeant la boutique dans l'obscurité et Manon dans un désespoir encore plus profond. Manon serra sa fille contre sa poitrine, le cœur battant à tout rompre. La respiration de Chloé était rapide, superficielle. Ses lèvres étaient blanches, presque bleues. Tout va bien se passer, mon amour, murmura-t-elle, les larmes brouillant sa vue, bien qu'elle n'en crût pas un mot. Tout va bien se passer. Elle se releva avec difficulté, le genou en feu. Elle regarda autour d'elle. La Grand-Rue était déserte. Le soleil de midi avait vidé les rues, ne laissant que des ombres courtes et dures. Pas une âme charitable,
pas un recoin d'ombre où se réfugier. Elle recommença à marcher, sans but. Son nom complet était Manon Hélène Moreau. Elle avait 32 ans, mais la souffrance avait gravé sur son visage 10 années supplémentaires. Sa fille s'appelait Chloé, 3 ans à peine, les mêmes yeux noisettes que son père, les mêmes cheveux noirs et bouclés. Un an plus tôt, Manon était une autre femme. Elle faisait des ménages dans le quartier des Tilleuls, le quartier cossu du village, gagnant un peu plus de 1 000 € par mois. Ce n'était pas la fortune, mais c'était suffisant. Elle vivait dans un petit logement dans le quartier de la Forge, avec une salle de bain partagée sur le palier et une plaque électrique en guise de cuisinière, mais c'était leur chez elle, leur cocon, leur havre de paix. Jusqu'à ce qu'Antoine tombe malade. Son mari était maçon. Un jour, sur un chantier près de la route menant à la côte, il est monté sur un échafaudage mal arrimé. La structure a cédé. Antoine a fait une chute de 4 mètres. La colonne vertébrale. Les médecins de l'hôpital communal ont été formels, pas d'opération sans un paiement anticipé. 20 000 €. Manon a vendu tout ce qu'elle possédait, la vieille télévision, son téléphone, son alliance. Elle a réuni 1 500 €, une goutte d'eau dans l'océan. Antoine est resté 3 semaines sur un lit d'hôpital, paralysé des hanches aux pieds, pleurant de douleur chaque nuit, suppliant pour une opération qui n'est jamais venue. Manon passait ses journées à courir entre l'hôpital, son travail et Chloé, qu'elle confiait à une voisine. Une nuit, à l'aube, Antoine a cessé de respirer. Une pneumonie, ont dit les médecins. Ses poumons s'étaient remplis de liquide. Manon n'avait pas d'argent pour l'enterrement. La voisine, Monique, une dame de 60 ans aux mains déformées par l'arthrite, lui a prêté 500 €. Manon a enterré Antoine dans une fosse commune au cimetière communal des Jardins Éternels. Chloé avait 2 ans et demi. Elle ne comprenait pas pourquoi papa ne revenait pas. Après l'enterrement, Manon a tenté de reprendre le travail, mais Chloé était tombée malade. Une fièvre intermittente, une toux sèche et rauque. La petite pleurait chaque nuit. Manon l'a emmenée au dispensaire. Infection respiratoire, a dit le médecin. Il lui a donné des ordonnances qu'elle ne pouvait pas honorer. Les antibiotiques coûtaient 50 €. Elle gagnait à peine 40 € par jour de travail, et cet argent était vital pour manger. Elle a commencé à s'absenter pour s'occuper de Chloé. 1 semaine, puis 2. Ses employeurs ont trouvé quelqu'un d'autre. Elle s'est retrouvée sans travail. Elle a essayé de vendre des crêpes dans la rue, mais sans argent pour les ingrédients, elle ne pouvait pas commencer. Elle a de nouveau demandé de l'aide à Monique. La vieille dame lui a donné 30 € de plus, et Manon savait que c'était probablement tout ce que Monique possédait jusqu'à sa petite retraite du mois suivant. Elle a acheté de la farine, des œufs, du lait. Elle a fait une trentaine de crêpes, les a vendues au coin de sa rue, a gagné 45 €. Mais Chloé avait besoin de médicaments, 20 €. Il fallait manger, 15 €. Le loyer était dû dans 3 jours, 400 €. C'était impossible. Le propriétaire du petit logement, un homme corpulent à la laine de bière et aux yeux larmoyants, lui a accordé 2 semaines de sursis. Puis il l'a mise à la porte. Manon et Chloé se sont retrouvées à la rue. C'était il y a 2 mois. Depuis, elles vivaient où elles pouvaient. Parfois sous le pont de la départementale, parfois dans le renfoncement d'une boutique fermée, parfois au parc municipal, parmi les autres sans-abri qui dormaient sur les bancs en ciment. Manon essayait toujours de vendre des crêpes quand elle parvenait à réunir quelques pièces, mais c'était de plus en plus difficile. Les gens la voyaient, sale, les vêtements déchirés, sentant la sueur et le désespoir, et ils s'écartaient. Personne ne voulait acheter de la nourriture à quelqu'un qui semblait vivre dans la rue. Parce qu'elle vivait dans la rue. L'état de Chloé s'était aggravé. La fièvre grimpait chaque jour. La veille, elle avait atteint 39 degrés. Manon l'avait baignée à l'eau froide dans les toilettes publiques du marché municipal, essayant de faire baisser la température, mais ce matin, la petite s'était réveillée de nouveau brûlante. C'est pour cela qu'elle marchait sous le soleil doux. Manon essayait de rejoindre le centre de santé du hameau des Vignes, à 7 km de là, mais la chaleur était insupportable et elle n'avait pas bu d'eau depuis la veille au soir. Et cet homme, dans son épicerie fraîche, venait de lui claquer la porte au nez. Manon continua de marcher sur la grande-rue, sans même plus savoir où elle allait. Ses pensées devenaient confuses, un brouillard épais envahissant son esprit. Le soleil martelait son crâne,
sa bouche avait un goût de cuivre et de sable. Chloé ne pleurait plus. C'était pire, bien pire. Le silence de sa fille était plus terrifiant que n'importe quel cri. Elle passa devant une maison avec un jardin bien entretenu. Un tuyau d'arrosage vert était enroulé près du mur. Manon s'arrêta. Elle jeta un coup d'œil à la fenêtre de la maison. Les rideaux étaient tirés. Le silence. Elle s'approcha du tuyau et tourna le robinet. Rien. L'eau était coupée de l'intérieur. Elle reprit sa marche. Une rue plus loin, elle aperçut une petite église, l'église du Sacré-Cœur. La lourde porte en bois était entr'ouverte. Manon entra en trébuchant sur la marche usée. L'intérieur était frais, sombre et vide. Des bancs de bois anciens, un grand crucifix suspendu au-dessus de l'autel, 2 cierges vacillant doucement. Elle s'effondra sur le premier banc, le corps vidé de toute force. Elle allongea Chloé sur ses genoux. La peau de la petite était grisâtre, ses yeux clos. « Mon Dieu » murmura Manon d'une voix brisée, « je ne te demande pas la richesse. Je ne te demande pas une grande maison, ni des vêtements neufs, ni rien pour moi. Je te demande seulement de sauver ma fille. C'est tout ce qui me reste en ce monde. Si tu me la prends, il ne me restera plus rien. S'il te plaît, mon Dieu, par pitié, ne me la prends pas. » Elle pleura en silence, des larmes chaudes qui coulaient sur ses joues sales, berçant Chloé comme lorsqu'elle était un bébé. Elle n'entendit pas les pas s'approcher. « Madame ?» Manon sursauta et releva brusquement la tête. Un homme se tenait près du banc. Il devait avoir 35 ans, mince, vêtu d'un jean et d'une chemise en dénime délavée. Des cheveux courts, un visage ordinaire, rien de spécial en lui, sauf ses yeux. Des yeux bruns, profonds, attentifs. Des yeux qui semblaient voir au-delà de la saleté et des haillons. « Votre fille va bien ?» demanda-t-il d'une voix douce. « Elle a de la fièvre », répondit Manon en s'essuyant les larmes du revers de la main. « Beaucoup de fièvre, et nous sommes déshydratés. Mais je n'ai pas d'argent pour... » L'homme leva une main pour l'interrompre. « Attendez-moi ici un instant. » Il sortit de l'église. Manon ne comprenait pas. Qui était-il? Il n'avait pas l'air d'un prêtre. Pas de soutane, juste des vêtements de tous les jours. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une compassion si pure qu'elle en était presque douloureuse. L'homme revint 3 minutes plus tard avec 2 bouteilles d'eau fraîche et un sac en papier. « Buvez ceci » dit-il en lui tendant une bouteille. Lentement. Et donnez-en aussi à la petite, petit à petit. Manon dévissa le bouchon avec des mains tremblantes et but. L'eau froide brûla sa gorge desséchée, mais c'était la plus belle sensation du monde. Elle mouilla ses doigts et humecta les lèvres de Chloé. La fillette ouvrit légèrement les yeux et suça l'eau sur les doigts de sa mère. « Il y a un pain au lait et une banane » dit l'homme en sortant la nourriture du sac. « Ne mangez pas trop vite. Votre estomac doit se réhabituer. »« Merci » murmura Manon. « Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. »« Comment vous appelez-vous » L'homme sourit. Un sourire qui illumina son visage ordinaire. « Cela n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous alliez bien. Combien je vous dois ? Je pourrai vous rembourser quand j'aurai retrouvé du travail. Je vous le jure. Vous ne me devez rien. Prenez soin de votre fille. » Manon voulut dire autre chose, mais l'homme se dirigeait déjà vers la sortie. Elle le regarda s'éloigner, confuse. Il y avait quelque chose d'étrange, d'irréel dans cette rencontre. Quand elle eut fini de donner de l'eau à Chloé et de boire elle-même, Manon sortit de l'église pour le remercier à nouveau. Mais l'homme n'était plus là. La rue était vide, pas une âme en vue. Manon retourna dans l'église, prise d'un léger vertige. Elle s'assit sur le banc et mangea la moitié du pain au lait. Elle en donna de petits morceaux à Chloé, qui les mâcha lentement. La fièvre semblait avoir un peu baissé. C'était peut-être un ange, pensa Manon, ou simplement un homme bon dans un monde rempli d'hommes mauvais. Mais quelque chose dans ses yeux, dans sa façon de la regarder. 4 jours passèrent. Manon trouva une place au foyer communal Frère Joseph. On leur donna un lit pour 2, une douche chaude, un repas par jour. C'était temporaire, juste 3 nuits, mais c'était mieux que la rue. Chloé se rétablit lentement.
La fièvre tomba. Elle recommença à parler, à sourire un peu quand Manon lui chantait des chansons. Au foyer, Manon rencontra d'autres femmes dans des situations similaires. Patricia, qui avait fui un mari violent. Rosa, qui avait perdu sa maison dans un incendie. Sandra, dont le fils de 15 ans était à l'hôpital avec une leucémie et qui ne pouvait pas payer le traitement. Toutes avec des vies brisées, toutes essayant de survivre, un jour à la fois. La troisième nuit, Manon ne pouvait pas dormir. Chloé dormait à côté d'elle, sa respiration douce et régulière pour la première fois depuis des semaines. Manon fixait le plafond en tôle du dortoir, écoutant les ronflements et les murmures des autres femmes. Elle pensait à l'homme de l'église, à la façon dont il était apparu au moment où elle en avait le plus besoin, à la façon dont il avait su exactement quoi lui donner. Et elle pensait à l'homme de l'épicerie, à son rire cruel, à la façon dont il l'avait poussée dans la rue avec sa fille malade dans les bras. Elle sentit la rage monter, une rage profonde qui lui brûlait les entrailles. Mais elle sentit aussi autre chose, une petite étincelle d'espoir. Car s'il existait des hommes comme Nicolas, il existait aussi des hommes comme celui de l'Église. Et peut-être, juste peut-être, Dieu ne les avait pas abandonnés après tout. Le lendemain matin, Manon quitta le foyer, tenant Chloé par la main. Leurs 3 nuits étaient terminées. Mais cette fois, Manon avait un plan. Elle irait au marché municipal. Elle chercherait Geneviève, une maraîchère qui avait toujours été gentille avec elle. Elle lui demanderait du travail, n'importe quoi, porter des caisses, laver le sol, ce qu'il faudrait. Elle marchait sur l'avenue principale quand elle vit le journal local sur un kiosque. Entrepreneur local, Nicolas Dubois inaugure sa 3e succursale de l'épicerie Saint-Michel. La photo montrait un homme en costume gris, souriant devant une nouvelle boutique. C'était lui. L'homme de l'épicerie, celui qui lui avait refusé un verre d'eau. Nicolas Dubois, 38 ans, propriétaire de 3 épiceries dans la région. Le journal le qualifiait d'« entrepreneur exemplaire de la communauté ». Manon sentit la bile lui remonter dans la gorge. Cet homme possédait 3 commerces, gagnait probablement des dizaines de milliers d'euros par mois, et il n'avait pas été capable de donner un verre d'eau à une enfant déshydratée. Elle continua à marcher, serrant la main de Chloé. Au marché municipal, elle trouva Geneviève à son étal, arrangeant des légumes dans des cagettes. La femme avait la soixantaine bien sonnée, les cheveux complètement blancs noués en une tresse épaisse, les mains noueuses à force de travail. « Madame Geneviève », dit Manon en s'approchant. « Bonjour. » La femme leva les yeux et sourit. « Manon, ma petite, comment vas-tu ? Ça fait des semaines que je ne t'ai pas vue. Ça a été compliqué. Madame Geneviève, je viens vous demander une faveur. J'ai besoin de travail, n'importe quoi. Je peux porter des caisses, nettoyer l'étal, tout ce dont vous avez besoin. Et je peux amener ma fille. Elle ne dérange pas, elle reste tranquille. » Geneviève regarda Manon attentivement. Elle vit les vêtements sales, les chaussures abîmées, les cernes profonds. Elle vit la petite fille agrippée à la main de sa mère, avec ses grands yeux effrayés. « Où vivez-vous maintenant ? » demanda-t-elle doucement. Manon baissa les yeux. « Où on peut. » La vieille femme hocha lentement la tête. « Tu sais faire des boissons fraîches maison ? » ?»« Oui, madame. » « Du sirop de menthe, de la grenadine, de la citronnade, ce que vous voulez. »« Alors, tu peux les vendre ici, sur mon stand. Je te donne les ingrédients. Sur ce que tu vends, tu gardes 60%. Je prends le reste. » Manon sentit sa poitrine se serrer. C'était plus que généreux. « Merci, Madame Geneviève. Vous ne savez pas à quel point ça compte pour moi. Commence aujourd'hui. Je vais envoyer mon petit-fils acheter ce qu'il faut. Et amène la petite. Elle peut rester ici derrière. J'ai une caisse où elle pourra s'asseoir. » Pour la première fois depuis des mois, Manon sentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Les jours suivants furent épuisants, mais bons. Manon arrivait au marché à 6 heures du matin. Elle préparait les boissons fraîches maison, les vendait dans des gobelets en plastique à 2 € pièce. Elle gagnait entre 20 et 30 € par jour. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose. Chloé était assise sur une caisse en bois retournée, jouant avec des poupées de chiffon que Geneviève lui avait données. La petite avait meilleure mine, elle était plus forte.
La fièvre n'était pas revenue. La nuit, Manon et Chloé dormaient de nouveau dans le parc, mais au moins, elles avaient de l'argent pour acheter des galettes et des lentilles, et du lait pour la petite. Elles n'avaient plus faim. Un après-midi, alors que Manon servait un verre de citronnade à un client, elle entendit des éclats de voix à l'autre bout du marché. Des cris, une agitation. Elle laissa l'étal à Geneviève et se dirigea vers le tumulte. Une foule s'était rassemblée devant l'étal de Stéphane, le boucher. Au centre du cercle se tenait Nicolas Dubois. Il hurlait sur Stéphane, le pointant du doigt. « Je t'ai dit de me rembourser ta dette. C'est 2000 €. Tu ne peux pas te cacher. » Stéphane était un homme de 50 ans, grand et fort, mais à cet instant, il semblait petit, vaincu. « Je t'ai remboursé petit à petit, Nicolas. Je n'ai pas les 2000 d'un coup, mais je te paie chaque semaine. Ça ne me suffit pas. Il me faut tout, maintenant, ou je te fais fermer boutique. » Je ne te dois rien à toi, dit Stéphane, confus. Ma dette est avec la banque. J'ai racheté ta dette, répondit Nicolas avec un sourire froid. La banque me l'a vendue avec une décote. Maintenant, c'est à moi que tu dois. Et je ne suis pas aussi patient que la banque. La foule murmurait. Certains soutenaient Stéphane. D'autres regardaient Nicolas avec mépris, mais personne n'osait intervenir. Manon sentit son sang bouillir. Non seulement cet homme avait refusé de l'eau à sa fille malade, mais maintenant, il harcelait un homme bon, travailleur et honnête. Elle fut sur le point de s'avancer, de lui dire quelque chose, de défendre Stéphane. Mais que pouvait-elle faire? Une femme sans abri, sans argent, sans pouvoir. Qui l'écouterait? Elle resta dans la foule, observant en silence, les poings serrés. Nicolas Dubois sortit un papier de sa mallette et le plaqua sous le nez de Stéphane. « Tu as 2 semaines pour tout me payer. Sinon, je reviens avec les huissiers et je te fais l'expulser. » Il tourna les talons et se dirigea vers la sortie du marché, avec sa mallette en cuir italien et ses chaussures brillantes. Il passa à côté de Manon sans la voir. Il ne la reconnut même pas. Cette nuit-là, Manon ne cessait de penser à ce qu'elle avait vu. L'injustice la rongeait. Pourquoi des hommes comme Nicolas prospéraient-ils tandis que des gens bien comme Stéphane souffraient? Elle s'agenouilla dans un coin du parc, Chloé endormie sur un carton à côté d'elle, et elle pria. « Mon Dieu, je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent bien plus que moi. Mais s'il existe une justice, si ta justice existe, s'il te plaît, ne laisse pas cet homme continuer à faire du mal. S'il te plaît. » Elle n'attendait pas de réponse, mais prier la faisait se sentir un peu moins impuissante. 2 autres semaines passèrent. Manon continuait de vendre ses boissons. Elle mettait de l'argent de côté, 5 € par-ci, 10 par-là. Bientôt, elle aurait assez pour louer un petit logement, quelque chose avec un toit et des murs, un endroit où Chloé pourrait dormir dans un vrai lit. Un vendredi après-midi, alors qu'elle nettoyait les bonbonnes vides, elle vit Geneviève parler avec quelqu'un de l'autre côté de l'étal. C'était l'homme de l'église. Celui qui lui avait donné de l'eau et à manger. Manon se figea. Elle l'observa parler à Geneviève, souriant, hochant la tête. Puis, la vieille dame montra Manon du doigt. L'homme la vit. Leurs regards se croisèrent. Il s'avança vers elle d'un pas tranquille. « Madame Manon, dit-il, je suis heureux de vous revoir. » Vous, Manon ne savait que dire. « Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait. Vous avez sauvé ma fille. »« Ce n'est pas moi, » répondit-il avec ce même sourire doux. « J'étais juste au bon endroit au bon moment. »« Comment connaissiez-vous mon nom ?» L'homme la regarda avec ses yeux profonds, sombres, remplis de quelque chose que Manon ne pouvait identifier. « Geneviève me l'a dit. Elle m'a raconté que vous travailliez ici maintenant. »« Ah, oui, bien sûr. » Mais quelque chose clochait, dans sa façon de la regarder, comme s'il la connaissait déjà, comme s'il savait des choses qu'il n'était pas censé savoir. « Votre fille va mieux, dit-il. » Ce n'était pas une question. Oui, beaucoup mieux. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, répéta-t-il en hochant la tête, et grâce à vous, qui n'avez pas baissé les bras. Manon sentit ses yeux s'embuer de larmes. Il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner, où j'ai pensé que ce serait plus simple de disparaître. Je sais, dit-il doucement.
Mais vous ne l'avez pas fait, parce que vous êtes plus forte que vous ne le croyez. Comment savez-vous ça? Vous ne me connaissez pas. L'homme sourit. Je reconnais les gens qui se battent avec tout ce qu'ils ont. Je les reconnais. Ce sont mes préférés. Manon allait lui demander ce que cela signifiait, mais Geneviève l'appela de l'autre côté. Quand Manon se retourna pour répondre, puis reporta son regard vers lui, l'homme était de nouveau parti. Elle le chercha dans la foule du marché, mais ne le vit nulle part. C'était comme s'il s'était évaporé. Ce soir-là, alors que Manon et Chloé mangeaient des galettes et des lentilles sur un banc du parc, Manon ne pouvait s'empêcher de penser à lui, à ces mots. Ce sont mes préférés. Pourquoi avait-il dit ça? Et comment avait-il su que Chloé allait mieux sans même le demander? Chloé tira sur sa manche. Maman, il est gentil ce monsieur, n'est-ce pas? Quel monsieur, mon amour? Celui qui nous a donné de l'eau. Il est gentil comme papa. Manon serra sa fille dans ses bras. Oui, mon amour, il est très gentil. Est-ce qu'il va revenir? Je ne sais pas. Mais quelque chose au fond d'elle lui disait que oui, qu'elle le reverrait. Quelque chose dans son cœur lui murmurait que cet homme n'était pas un simple passant, qu'il avait été là depuis le début, observant, attendant le bon moment pour s'approcher. Car si Dieu existait, s'il existait vraiment, peut-être qu'il ne venait pas avec le tonnerre et les éclairs. Peut-être qu'il venait avec des pas silencieux, avec des mains qui offraient de l'eau fraîche dans le moment le plus sombre, avec des yeux qui vous voyaient quand tous les autres vous ignoraient. Les jours se transformèrent en semaines. Manon avait économisé assez pour louer un petit logement dans le quartier du Pont-Neuf, 300 € par mois. C'était à peine une pièce de 10 mètres carrés avec des murs en parpaing nus et un vieux matelas posé sur le sol. Mais c'était à elle, c'était un toit au-dessus de leur tête, c'était la sécurité. Chloé était en bonne santé. Elle jouait avec ses poupées. Elle riait de nouveau. Les ventes de boissons fraîches allaient bien. Manon s'était fait quelques clients fidèles. Pour la première fois depuis plus d'un an, Manon sentait que, peut-être, les choses s'amélioraient. Mais elle n'avait pas oublié Nicolas Dubois. Elle le voyait de temps en temps au marché, toujours avec son costume cher, sa montre en or, son air méprisant. Stéphane avait réussi à réunir les 2000 € à temps, en vendant tout ce qu'il avait de valeur. Il avait payé Nicolas, mais il était brisé. Personne au marché n'avait le pouvoir d'arrêter Nicolas. Un mardi après-midi, 3 mois après que Manon eut commencé à travailler au marché, quelque chose se produisit. Nicolas arriva à l'étal de Stéphane, mais cette fois, il était accompagné de 2 hommes, grands, musclés, au visage patibulaire. « Stéphane, dit Nicolas avec un faux sourire. Nous devons parler affaires. »« Je t'ai tout payé, répondit Stéphane, nerveux. Ah, mais voilà le problème. Nicolas sortit un document. Quand tu m'as payé, tu m'as dit que les 2000 € incluaient les intérêts. Mais tu n'as jamais signé de papier le confirmant. Les intérêts continuent de courir. Maintenant, tu me dois 1500 € de plus. C'est un mensonge. Cria Stéphane. Tu m'avais dit qu'on était quitte. Prouve-le. As-tu un papier signé qui le dit? Non. Alors tu me dois 1500 €, et tu as une semaine pour payer. Stéphane fit un pas en avant, furieux. Je ne te paierai pas un centime de plus, escroc. Un des gros bras poussa Stéphane contre son propre étal. Le boucher tomba lourdement au sol. Les gens s'arrêtèrent, regardèrent, mais personne ne s'approcha. Manon sentit quelque chose se briser en elle. Sans réfléchir, elle s'avança. Laissez-le tranquille, dit-elle d'une voix ferme. Nicolas la regarda, surpris, puis la reconnut. Son visage se tordit de mépris. Tiens, tiens. La mendiante de l'épicerie. Tu veux quoi? Me redemander de l'eau? Les 2 hommes rirent. La foule murmura. Manon sentit l'humiliation la frapper en plein visage, mais elle ne recula pas. Laissez-le. Il vous a déjà payé. Toi, tu ne connais rien aux affaires, ma pauvre femme. Va vendre tes sirops et laisse les hommes parler. Les vrais hommes ne menacent pas les innocents, répondit Manon. Nicolas éclata de rire. Sérieusement? C'est toi qui vas me donner des leçons de morale? Toi qui vis dans la rue comme une chienne? Toi qui n'as même pas pu donner de l'eau à ta propre fille?
Le visage de Manon la brûlait, mais elle maintint son regard. C'est vrai. Je n'ai pas pu lui donner d'eau parce que vous m'avez refusé un verre. Ma fille se mourait de déshydratation, et vous m'avez jeté à la rue. Le marché devint silencieux. Nicolas sembla mal à l'aise un instant, puis il retrouva son sourire froid. Si ta fille était malade, tu aurais dû l'emmener à l'hôpital. Ce n'est pas mon problème si tu es incapable de t'occuper de tes enfants. Savez-vous quel est votre problème? Dit une voix derrière eux. Tout le monde se retourna. C'était lui. L'homme de l'église. Il s'avançait calmement, les mains dans les poches, mais il y avait quelque chose de différent en lui, une intensité dans son regard qui n'y était pas auparavant. Et toi, t'es qui? Demanda Nicolas, le jaugeant. L'homme ignora la question et s'arrêta à côté de Manon, fixant Nicolas. Votre problème, monsieur Dubois, c'est que vous avez confondu le pouvoir avec l'impunité. Vous avez oublié que chaque action a une conséquence, et que la justice, même si elle est parfois lente, arrive toujours. Nicolas rit, mais son rire était nerveux. La justice? Tu me menaces? Non. Je vous rappelle simplement quelque chose que vous semblez avoir oublié. Quoi donc? L'homme s'avança d'un pas. Ses yeux se plantèrent dans ceux de Nicolas avec une telle intensité que l'homme d'affaires recula involontairement. Que vous aussi, vous avez été pauvre. Que votre mère a fait des ménages pendant 20 ans pour vous donner une éducation. Que lorsque vous aviez 12 ans et que votre père vous a abandonné, c'est cette même communauté, il désigna le marché autour d'eux, qui vous a aidé. C'est Geneviève qui vous donnait des légumes. C'est le père de Stéphane qui vous payait pour faire des courses. Ces gens vous ont maintenu en vie. Nicolas était livide. Comment? Comment sais-tu ça? Et maintenant que vous avez de l'argent, c'est comme ça que vous les remerciez? En rachetant leurs dettes pour les extorquer? Je n'extorque personne, dit Nicolas, la voix tremblante. Ce sont des affaires légales. Légales, oui. Mais juste? Humaines? Nicolas regarda autour de lui. La foule le fixait avec des yeux pleins de déception, de colère, de trahison. Car ce que l'étranger avait dit était vrai. Tout le monde s'en souvenait. Le petit Nicolas et sa mère, vivant dans un logement plus petit encore que celui de Manon. Nicolas vendant des bonbons au feu rouge. Nicolas acceptant les vêtements usés et les restes que les gens du marché lui donnaient. Et maintenant, il les détruisait, un par un. Ça ne te regarde pas, dit Nicolas, tentant de reprendre le contrôle. Il se trouve que ça me regarde, répondit l'homme calmement. Parce que ces gens me sont chers. Et vous aussi, vous m'êtes cher, monsieur Dubois. C'est pourquoi je vais vous donner une chance. Une chance? De quoi tu parles? Une chance de changer. De choisir une autre voie. Parce que celle que vous suivez ne mène qu'à un seul endroit, la solitude la plus absolue. T'es fou. L'homme eut un sourire triste. Peut-être. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, monsieur Dubois. Quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Il s'approcha encore, parla à voix basse, mais d'une manière ou d'une autre, tout le marché pouvait l'entendre. Ces mots flottaient dans l'air, atteignant chaque oreille, chaque cœur. Vous vous souvenez de la nuit où votre mère est tombée malade? Vous aviez 14 ans. Elle avait une pneumonie, et vous n'aviez pas d'argent pour le médecin. Vous vous êtes agenouillé près de son lit et vous avez promis à Dieu que si elle survivait, vous ne laisseriez jamais une autre famille souffrir comme vous souffriez. Vous vous en souvenez? Nicolas recula d'un pas, comme s'il avait été frappé. Comment sais-tu? Personne ne sait ça. Nous étions seuls cette nuit-là, ma mère et moi. L'homme le regarda avec ses yeux profonds, impossible. Vous n'étiez pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Le marché était plongé dans un silence total. Nicolas fixait l'étranger avec un mélange de terreur et de confusion. Ses mains tremblaient. Qui es-tu? L'homme ne répondit pas. Il se contenta de sourire, tourna les talons et commença à s'éloigner. Mais quelque chose avait changé. La lumière qui filtrait des verrières du marché semblait le suivre. Manon le regarda partir et sentit quelque chose dans sa poitrine, une reconnaissance profonde, ancienne, impossible. Elle courut derrière lui. Attendez. Il s'arrêta.
Manon le rejoignit, à bout de souffle. Qui êtes-vous, vraiment? L'homme la regarda avec des yeux remplis d'un amour infini. Quelqu'un qui a toujours été avec toi, Manon. Dans l'église quand tu avais le plus besoin de moi. Au marché quand tu cherchais l'espoir. Dans les moments où tu te croyais complètement seul. Je ne comprends pas. Tu comprendras. Au bon moment, tu comprendras. Est-ce que vous allez revenir? Je reviens toujours. Pour ceux qui me cherchent, pour ceux qui ont besoin de se souvenir qu'ils ne sont pas seuls. Manon sentit les larmes couler sur ses joues. Merci. Pour avoir sauvé ma fille. Pour m'avoir redonné espoir. Tu n'as pas à me remercier. Ta foi t'a sauvé. Ton amour pour ta fille t'a sauvé. J'étais juste là pour te rappeler que tu n'as jamais été abandonné. Il posa une main sur son épaule. Le contact était chaud, réconfortant. Maintenant, retourne auprès de Chloé. Et ne t'inquiète pas pour Monsieur Dubois. Il va trouver son chemin. Certains ont juste besoin d'un miroir pour voir ce qu'ils sont devenus. Manon hocha la tête. Quand elle cligna des yeux, l'homme n'était plus là. Simplement plus là. Elle retourna lentement vers son étal. La foule se dispersait. Nicolas avait disparu avec ses sbires. Geneviève s'approcha. Tu vas bien, ma petite? Oui. Cet homme. Quel homme? Manon la regarda, confuse. Celui qui a parlé à Nicolas. Geneviève fronça les sourcils. Je ne sais pas de quoi tu parles, Manon. Je t'ai vu, toi, parler à Nicolas. Et puis il est parti en courant comme s'il avait vu un fantôme. Mais il était là. Vous lui avez parlé il y a quelques semaines. Ah oui, ce monsieur qui a demandé après toi. Oui, je m'en souviens. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Manon sentit le monde vaciller. Si Geneviève ne l'avait pas vu, qui l'avait vu? Elle seule? Non. Nicolas l'avait vu, lui aussi. Il l'avait entendu. 3 jours plus tard, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Nicolas Dubois arriva au marché, seul. Sans homme de main, sans costume cher. En jean et chemise simple. Il se posta au centre de l'allée principale. Je veux que tout le monde m'écoute, s'il vous plaît. Les gens s'arrêtèrent. Je suis venu vous demander pardon. À vous tous. Pour ce que j'ai fait. Pour la façon dont j'ai traité cette communauté qui m'a sauvé quand je n'avais rien. Il y eut des murmures de surprise. Stéphane, Nicolas s'avança vers l'étal du boucher. Tu ne me dois plus rien. Ta dette est annulée. Stéphane le regardait, bouche bée. Nicolas, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis vu dans un miroir, répondit-il simplement, et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Il se tourna vers le reste du marché. Tous ceux à qui j'ai réclamé des dettes, considérez-vous libres. Je vais détruire ces documents. Je vais changer. Je ne sais pas si vous pouvez me pardonner, mais je vais passer le reste de ma vie à essayer de réparer le mal que j'ai fait. Il se dirigea ensuite vers l'étal de Manon. Elle se leva, tendue. Madame, dit-il, les yeux pleins de larmes. Vous êtes venue dans ma boutique avec votre fille malade. Vous m'avez demandé de l'eau. Et moi? Je vous ai jeté à la rue. Je vous ai poussé. Je vous ai humilié. Sa voix se brisa. Je ne pourrai jamais réparer ça. Mais je veux que vous sachiez que le souvenir de ce jour me hantera toute ma vie, et que je vais consacrer chaque jour à faire en sorte qu'aucune autre mère n'ait à vivre ce que vous avez vécu. Il sortit une enveloppe de sa poche. Il y a 2000 € ici. Ce n'est pas pour acheter votre pardon. C'est pour vous aider, vous et votre fille, à recommencer. Manon regarda l'enveloppe, puis le regarda lui. Je ne veux pas de votre argent. Nicolas hocha la tête, comme s'il s'y attendait. Je comprends. Alors, laissez-moi faire autre chose. Je possède une petite maison de campagne dans le quartier des Tilleuls. 2 chambres, cuisine, salle de bain. Elle est vide. Vous pouvez y vivre, sans loyer, aussi longtemps que vous en aurez besoin. Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? Nicolas la regarda avec des yeux qui avaient vu quelque chose qui l'avait changé à jamais.
parce qu'il y a 3 nuits, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'un homme qui m'a montré ma vie, toutes les décisions que j'ai prises, toutes les personnes que j'ai blessées. Et il m'a montré le jour de la mort de ma mère. Sa voix tremblait. Elle est morte il y a 2 ans. Je n'étais pas avec elle. J'étais à Paris pour une affaire. Elle m'a appelé, m'a dit qu'elle se sentait mal, et je lui ai répondu que j'avais des choses plus importantes à faire. Il s'essuya les larmes. Dans le rêve, cet homme m'a emmené à l'hôpital. Il m'a montré ma mère, seule dans son lit, mourant, m'attendant. Et j'ai vu l'expression sur son visage quand elle a compris que je ne viendrais pas, que j'avais choisi l'argent plutôt qu'elle. Et puis il m'a montré autre chose. Il m'a montré que chaque personne que j'ai blessée, c'est comme si c'était ma mère. Chacun d'entre vous. Il s'agenouilla devant Manon. S'il vous plaît. Laissez-moi faire ça. Pas pour vous. Pour moi. Parce que j'ai besoin de savoir que je peux être un homme meilleur. Manon le regarda longuement. Elle vit un homme brisé qui essayait de se reconstruire. Elle vit un repentir sincère. Et elle se souvint des mots de l'étranger, il va trouver son chemin. Certains ont juste besoin d'un miroir. C'est d'accord, dit doucement Manon. J'accepte votre aide. Mais à une condition. Laquelle? Que vous utilisiez votre argent et votre pouvoir pour aider les autres comme moi. Pour qu'aucune mère n'ait plus jamais à faire bouillir de l'eau salée pour faire croire à ses enfants qu'il y a de la soupe. Pour qu'aucun père ne meure parce qu'il ne peut pas payer une opération. Pour qu'aucun enfant ne dorme dans la rue. Nicolas hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Je le promets. Je le jure sur la mémoire de ma mère. Il se releva. Lentement, Stéphane se mit à applaudir. Puis Geneviève. Bientôt, tout le marché applaudissait. Ce n'était pas un pardon total, pas encore, mais c'était un début. Ce soir-là, Manon et Chloé allèrent voir la maison. Elle était petite, mais charmante. Des murs peints en bleu ciel, un petit jardin avec un pommier, 2 lits avec des draps propres, une cuisine avec une gazinière et un réfrigérateur. Chloé courut dans les pièces en criant de joie. « Maman, maman, on a une vraie maison. » Manon s'assit sur un des lits et pleura. Elle pleura pour tout ce qu'elles avaient enduré. Et elle pleura de gratitude, parce que quelqu'un les avait vus, quelqu'un était intervenu, quelqu'un avait changé le cours de leur vie. Plus tard, après que Chloé se fut endormie, Manon sortit dans le jardin. Le ciel était rempli d'étoiles. Elle s'agenouilla dans l'herbe. « Merci », murmura-t-elle au ciel. « Merci de ne pas nous avoir abandonnés. Merci d'avoir envoyé cet homme. Merci de m'avoir donné la force de continuer. » Le vent souffla doucement dans les feuilles du pommier. Et dans ce vent, Manon crut entendre une voix douce, aimante, familière. « Je ne t'ai jamais abandonné, Manon. Jamais. » Elle sut, avec une certitude qui dépassait la raison, que l'homme de l'Église n'était pas simplement un homme. Il était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait marché à ses côtés dans ses moments les plus sombres, quelqu'un qui aimait les cœurs brisés, les oubliés, ceux que personne d'autre ne voyait. Et même si elle ne le voyait pas, elle savait qu'il était toujours là. Les mois passèrent. Manon prospéra. Les boissons fraîches maison qu'elle vendait au marché devinrent célèbres. Geneviève lui proposa de s'associer, 50 à 50. Manon économisa. Elle acheta un meilleur équipement, engagea 2 jeunes du quartier pour l'aider. Chloé entra à la maternelle. Elle s'épanouissait. Nicolas Dubois avait changé, pour de vrai. Il ferma l'une de ses épiceries et la transforma en une cantine solidaire, la cantine solidaire L'Espoir Vivant. Il y servait des petits déjeuners gratuits aux enfants des rues, engagea des mères célibataires. Les gens du marché commencèrent lentement à lui pardonner. Un jour, 6 mois après cet après-midi au marché, Manon fermait son stand quand elle vit un homme assis sur un banc. C'était lui. Elle s'approcha lentement. Il leva les yeux et sourit. « Bonjour, Manon. »« Bonjour. Je pensais ne plus jamais vous revoir. »« Je reviens toujours, dit-il, pour ceux qui me cherchent. Je n'ai cessé de penser à vous. À qui vous êtes vraiment. Et qu'as-tu conclu ?» Manon le regarda dans les yeux. « Je crois que vous êtes la réponse à toutes les prières que j'ai faites. Je crois que vous étiez là quand Antoine est mort.
Je crois que vous étiez là chaque nuit que nous avons passée dans la rue. L'homme hocha lentement la tête. Et maintenant? Maintenant. Je crois que vous êtes lui. Celui que tout le monde attend. Celui qui nous aime même si nous sommes indignes, celui qui ne nous abandonne jamais. L'homme posa une main sur la sienne. Manon Hélène Moreau, fille bien-aimée, mère courageuse, femme à la fois inébranlable. Tu n'as jamais été indigne. Je t'ai vu quand tu t'es blessé le genou sur le trottoir chaud. Je t'ai vu quand tu as donné de l'eau salée bouillante à Chloé en prétendant que c'était de la soupe. J'étais là à chaque larme, à chaque prière que tu as murmurée dans le noir. Manon sanglota. C'était la vérité. Des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne. Pourquoi moi? Pourquoi m'avoir sauvé? Je suis venu pour tous, tout le temps. Dans des actes de bonté inattendus, dans des coïncidences qui n'en sont pas. Mais parfois, je m'approche davantage. Pour ceux dont la foi est sur le point de se briser. Et Nicolas? C'est vous qui l'avez changé? Non. Je lui ai seulement montré un miroir. C'est lui qui a choisi de changer. C'est toujours leur choix. Moi, je n'impose rien. Je ne fais que rappeler. Je ne fais qu'aimer. Et attendre. Il se leva. Manon, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi. Partage ton histoire. Pas pour ta propre gloire, mais pour rappeler aux autres que la souffrance n'est pas la fin, que l'espoir est réel, que l'amour peut transformer même le cœur le plus dur. Que personne, absolument personne, n'est abandonné. Je le ferai. Je le promets. Il sourit, et dans ce sourire, Manon vit tout l'univers. Va en paix, Manon. Et souviens-toi, tu n'es jamais seul. Il fit un pas en arrière, la lumière du soleil couchant l'enveloppa, et il disparut. 5 ans plus tard, le soleil matinal inondait la cantine solidaire L'Espoir Vivant. Plus de 200 personnes faisaient la queue pour un petit déjeuner gratuit. Manon marchait entre les tables, saluant chacun par son nom. Chloé, maintenant âgée de 8 ans, aidait à servir le jus d'orange. Nicolas, le visage marqué par l'humilité et non plus l'arrogance, supervisait la cuisine. Un vieil homme aux pieds nus entra. « Je n'ai pas d'argent, murmura-t-il. Manon s'agenouilla près de lui. Ici, personne n'a besoin d'argent. Ici, il y a de la place pour tout le monde. Plus tard, dans le petit bureau, Nicolas lui montra les comptes. Nous avons servi plus de 6000 repas ce mois-ci. J'envisage d'en ouvrir une 4e. Je devrais vendre ma maison, mais ça en vaut la peine. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de faire ce qui est juste. Il la regarda. Ce jour-là, au marché. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Qui était-il? Manon sourit. Je crois que nous le savons tous les deux. Je crois qu'il n'est jamais parti, dit Nicolas. Je crois qu'il est dans chaque acte de bonté que nous faisons. L'histoire de Manon et Nicolas devint une légende dans la région. Une histoire de désespoir et de rédemption, d'un homme cruel qui apprit à donner et d'une mère qui, ayant tout perdu, trouva une vie nouvelle. C'était l'histoire de la justice pure. Pas la destruction, mais la restauration. Pas le châtiment, mais la transformation. Pas la vengeance, mais la rédemption. La justice qui change le monde, un cœur à la fois. Car l'amour, le véritable amour, ne juge pas, il transforme. Il ne condamne pas, il rachète. Il n'abandonne jamais. Jamais.